Bonjour et bienvenue dans Ça Papillonne, le podcast qui t'aide à faire évoluer tes habitudes au travail de manière efficace et engageante. Je suis Rosanne Lemarchand, formatrice en efficacité professionnelle et chaque semaine, j'explore des thématiques variées autour de la gestion du temps et de la formation. Je te partagerai des conseils pratiques pour une meilleure organisation au travail et des histoires inspirantes pour t'accompagner sur ton chemin de formation. Ce qui m'importe, c'est de t'aider à faire un pas de côté, d'observer tes comportements au travail, de prendre du recul et j'espère te faire avancer. Chaque épisode est une opportunité d'explorer de nouvelles idées et d'acquérir des compétences. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça Papillonne. Je suis hyper contente de te retrouver cette semaine pour un bilan de l'année 2025. Parce qu'elle n'a pas été toute propre, nette, concise cette année. J'ai l'impression qu'elle a été longue pour beaucoup de personnes cette année. Alors, elle a été très longue pour moi aussi. Je suis passée par plein d'émotions dans mon année et je voulais partager avec toi ce que j'ai vécu en fait dans cette année 2025. Comment je l'ai vécu, les changements qui sont apparus, etc. Puis finalement, j'en ai tiré 5 leçons qui pourraient peut-être être utiles pour toi. Alors, je vais déjà démarrer par le début. L'année 2025 a démarré en fait sans état d'esprit particulier. C'est-à-dire que je pense que j'ai démarré l'année 2025 en ne mettant aucune vision, aucune attente, aucune intention. Voilà, sur cette année. Je me rappelle pendant les vacances de l'année dernière, pendant Noël, tout ça de l'année dernière, je me suis décidé quelques semaines avant que j'allais faire un podcast. Donc j'avais la tête dans le podcast et je ne pensais qu'à mon podcast. Donc j'ai fait un petit bilan de l'année 2024, certes, chiffré. Un petit peu plus et aussi j'ai creusé un peu plus aussi certaines choses, mais je n'ai pas posé d'intention pour l'année 2025 et je pense que l'univers m'a puni dans ce sens-là. Donc j'ai démarré déjà le podcast, alors j'ai démarré l'année avec la grippe. Je me souviens, je n'ai pas démarré l'année comme il aurait fallu. Et donc, du coup, mon podcast, au lieu qui démarre la première semaine de janvier, il a démarré, je ne sais pas, 15 jours, 3 semaines après, parce que je n'en sortais pas. Donc, ça démarrait pas hyper bien. Donc, au final, en janvier 2026, je vais fêter les 1 an. Et tu comprendras tout à l'heure pourquoi je n'ai pas 52 épisodes, ou je n'aurai pas 52 épisodes en janvier. Donc voilà, j'ai démarré l'année sur les chapeaux de roue en me mettant un nouveau projet. J'ai décidé que, mais je suis beaucoup comme ça, hein, je suis très spontanée dans mes projets, mes décisions et les choses comme ça. Je peux prendre des décisions comme ça du jour au lendemain. Je ne regrette absolument pas cette décision du podcast. J'ai trouvé ça super. J'ai été pleine d'énergie pendant de longues semaines, pendant longtemps. C'était vraiment chouette. Et puis, je me suis un petit peu épuisée. Je vais revenir là-dessus. Donc, j'ai démarré l'année 2025 sur les genoux, finalement, et en voulant absolument lancer le podcast. Et là, en fait, au fur et à mesure que j'essaye de me souvenir un petit peu de ce qui s'est passé dans mon année, je reviens sur des sujets. Je me souviens que j'ai eu un premier déclic dans mon année. Ça devait être en mars-avril, où en fait j'ai animé des formations, une formation en particulier pour un groupe de personnes qui n'avaient absolument pas choisi d'être là. Et je me suis sentie quand même un peu démunie dans cette formation. Ça m'a vraiment chamboulée. Ça m'a permis en fait de me remettre en question. Pourquoi est-ce que je voulais faire des formations ? Et ce côté de me sentir utile est hyper important pour moi. Donc, j'ai besoin de me sentir utile quand j'anime quelque chose, quand j'anime une formation, quand j'anime un groupe d'entrepreneurs, quand je fais un podcast. L'objectif pour moi, c'est d'être utile et que je puisse apporter ma pierre à l'édifice dans la vie de quelqu'un. Je trouve que c'est déjà énorme de pouvoir faire ça. Et je veux pas, c'est pas vraiment pas du tout prétentieux, mais voilà, j'ai besoin d'être utile à quelqu'un et peut-être d'avoir de la reconnaissance derrière, je sais pas, mais mais en tout cas, cette utilité pour moi est primordiale. Et d'animer cette formation auprès de personnes qui c'est pas qu'elles n'en avaient rien à faire, c'est pas vrai, mais pour autant, elles n'avaient pas choisi d'être là parce qu'on leur avait imposé un projet.
Ces personnes avaient des postes similaires, on va dire, dans l'intitulé, mais leur quotidien était complètement différent et leurs besoins étaient complètement différents. Et au moment de la création du parcours de ces personnes-là, parce que c'était sur plusieurs formations, moi j'ai été impliquée dans 2 formations, dans 3 journées de formation finalement sur 2 thématiques différentes. Et il y a eu 2 autres personnes qui ont fait d'autres sessions. Donc dans ce parcours de formation finalement, j'ai pris une claque en fait de me dire que punaise, encore à l'heure d'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que créer des formations, créer un parcours pour des personnes sans leur demander, sans les inclure, sans leur proposer quoi que ce soit comme X solution, hein, que les personnes choisissent leur thématique, eh bien ça existe encore. Et donc moi ça m'a vachement dérangée à ce moment-là, ça m'a vraiment secouée et ça m'a poussée à me remettre en question sur pourquoi je voulais faire des formations. Et j'ai commencé à ce moment-là à réfléchir aussi à comment est-ce que je voulais animer des formations, comment je pouvais les distiller, comment je pouvais les découper en fait pour que ce soit pas trop gros d'un coup en fait, tout simplement. Et voilà, j'ai un départ là de prise de conscience à ce moment-là de l'année. Et puis, je commence à me dire, ouais, mais dans ces cas-là, est-ce que je vais commencer à travailler avec je vais continuer à travailler avec ce donneur d'ordre-là, enfin, comment dire, l'entité qui m'a demandé de faire cette formation, qui m'a payé pour ça, hein, mais d'accompagner ce groupe-là. C'était pas la structure des personnes, des salariés, c'était une autre structure. Et je me dis, est-ce que cette structure-là, est-ce que j'ai envie de continuer à travailler avec eux quand finalement ça leur passe un peu au-dessus de la jambe? Le comment en fait ces formations sont créées. Il m'est arrivé une autre tuile encore après, c'est-à-dire que cette structure me propose d'animer des formations auprès de publics, des agents territoriaux. Et je leur demande, hein, là, je ne sais plus quand est-ce que c'était, ça devait être en juin, juillet, je n'ai même plus les dates en tête. Je leur ai demandé, mais ils sont combien dans la formation? Bah, ils sont 18. Je suis fatiguée, moi, d'avoir ce genre de conversation avec les organismes de formation. On ne met pas 18 personnes dans une salle quand on parle de gestion du temps, d'organisation, d'efficacité professionnelle. Je ne vais pas dérouler un diaporama de 150 diapositives, à les laisser écouter sans vivre le truc. Ce qui fait que j'en ai eu marre aussi de ce côté-là où on m'impose en fait une quantité de personnes parce que c'est mieux financièrement pour eux. Parce qu'ils ne valident pas une formation à moins de 12, alors que moi, je préférerais faire encore une formation à 8, 10. 12, c'est grand max. Et eux, ça, ils ne comprennent pas du tout. Sauf que derrière, le formateur ou la formatrice, c'est elle qui est devant, en fait, qui est au feu, qui est au charbon. Et ça, j'ai vraiment du mal. J'ai l'impression de pas être écoutée et de pas être respectée. Et vraiment, tout le long de l'année, ça a été que des trucs comme ça, où j'ai rencontré des moments où à chaque fois, je me dis, mais comment vraiment est-ce que je veux animer mes formations? Donc, il y a ce côté professionnel-là qui se remet en question. Et puis, je me rends compte qu'en septembre, avec cette structure-là, je n'ai aucune formation prévue pour l'année prochaine. C'est pas plus mal. Finalement, ça me va bien. Je me rends compte que j'aimerais bien travailler différemment, que j'aimerais ne plus être en sous-traitance quasiment à 100%. Mais ça, ce qui implique derrière, c'est que forcément, je dois trouver des clients différemment. Et le podcast, au départ, n'était absolument pas fait pour que je trouve des clients. C'est ce podcast-là, aujourd'hui, et même encore aujourd'hui, mais au départ, c'était pour être un complément de mon activité de formatrice, pour accompagner les stagiaires que je reçois et leur dire, voilà, encore après la formation, vous allez pouvoir consolider certaines connaissances avec des épisodes de podcast pour bien ancrer les choses, pour bien comprendre les choses, prendre le temps d'écouter certains sujets et de continuer de se remettre en question. Et donc, je regrette absolument pas ce podcast, et dans le sens où
je ne l'ai pas fait pour vendre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, je continue à faire le podcast. Mais je me remets encore en question. Et en fait, finalement, j'ai comparé en fait ce milieu d'année à une grosse machine à laver. Je me suis sentie complètement dans un tourbillon voilà, ça tourne, un tourbillon d'émotions, de sentiments divers. C'est comment je vais faire si l'année prochaine, j'ai plus de clients, si je n'ai plus de sessions de formation en sous-traitance, comment je vais faire pour trouver des clients et prospecter, aller taper à la porte des entreprises, appeler quand le contact est dit froid, sans qu'ils me connaissent de nulle part. En fait, je déteste ça, je n'ai pas du tout envie de le faire et à ce moment-là, au mois de septembre, je culpabilise beaucoup. Mais pourquoi je ne le fais pas alors que je devrais le faire? Donc j'ai plein de sentiments contraires à ce moment-là, entre ce que j'ai pas envie de faire et ce que je devrais faire et que je pense que je devrais faire. Et donc, voilà, la fin d'année a été peut-être plus positive que le début d'année. Donc tout ça, ça s'est cumulé. Donc c'est vrai que moi, j'ai bien senti le vent du changement en 2025 parce que j'ai changé de posture au fur et à mesure de l'année en faisant le tri de ce que j'avais plus envie de faire et ce que j'avais vraiment envie de faire. Et ça, j'ai dû le creuser un petit peu. C'est pas venu du jour au lendemain. Et, 2026, j'espère qu'il sera beaucoup plus, qui va suivre vraiment mon envie vraiment intérieure. Et c'est pour ça que je pense que l'année prochaine, en début d'année 2026, pour moi, je pose vraiment une vraie intention. Mon intention d'accompagner au plus près les personnes qui ont envie de mettre en place un changement. Je suis pas coach, donc mes outils à moi, c'est toujours la formation, c'est toujours des outils d'organisation, des choses comme ça, mais ça ne m'empêche pas de faire prendre conscience aux personnes que c'est pas parce qu'on utilise des outils qu'on va changer littéralement sa manière de travailler. Il faut prendre le problème dans une systémie, dans une entité entière, plutôt que de penser que d'utiliser Eisenhower, ça va révolutionner sa vie. C'est pas vrai. Donc, je crois vraiment au fait que aujourd'hui l'entrepreneuriat ou même le salariat a besoin de changement. On a besoin de changer de paradigme qui est on n'a pas besoin de travailler dur et d'en chier, pardon, pour réussir. Et moi-même, je commence à le comprendre aussi de mon côté, à partir du moment où j'ai des capacités à faire différemment, où ça répond à mes valeurs à moi. Je me dis que ce sera plus simple d'attirer les clients qui ont envie de travailler avec moi, si je partage en fait ma vision, tout simplement. Mais j'ai pas fini encore mon petit bilan 2025. Ce que je voulais aussi te partager. J'ai toujours du mal avec le vous et le tu dans les podcasts. Je ne sais pas si tu as remarqué, si tu m'écoutes régulièrement. J'ai l'impression d'en parler à un ensemble de personnes comme si j'étais en formation, alors qu'en fait, il y a une seule personne qui m'écoute dans la radio. Ce qui s'est passé aussi cette année, qui m'a beaucoup bousculée, c'est que, en fait, j'ai une famille, j'ai des enfants et j'ai mon plus grand qui cumule pas mal de petites choses dans un petit package de naissance et qui n'est absolument pas heureux en école, qui est plus malheureux qu'autre chose. Et on l'a écouté, on a essayé de suivre ce qu'il voulait faire en seconde. On est plutôt passé sur un bac pro, auprès d'animaux, en agriculture. Et en fait, ça ne se passe pas bien. Donc en juin même 2025, on essaye de faire différemment. On essaye de voir ce qu'il pourrait faire d'autre que de l'agriculture, puisqu'apparemment, c'est pas fait pour lui. Et petit message aussi quand même à la famille d'agriculteurs que je remets absolument pas en question. Par contre, il y a un truc qui me convient pas, c'est que quand on n'est pas issu d'une famille d'agriculteurs, on pense que la personne n'est pas du tout faite pour l'agriculture. Or, je pense que c'est pas vrai, déjà d'une, mais qu'il faut mieux accompagner les jeunes, si vous voulez, que des personnes reprennent vos exploitations. Et il faut aussi accompagner les jeunes qui ne sont pas issus de familles d'agriculteurs. Et ça veut dire, du coup, leur apprendre des choses qui vous paraissent logiques. Et quand un enfant est né dans une famille d'agriculteurs,
Il y a des automatismes, hein, d'aller traire les vaches à 5 heures du matin ou 7 heures le matin, enlever le foin ou la paille qui est complètement sale, etc., faire du nettoyage, le grain, tout ça. Ça paraît hyper simple pour des jeunes qui sont nés dans ces familles-là. Et pour les autres, eh ben, c'est tout un apprentissage. Et on considère, quand on est en exploitation, ils considèrent que à partir du moment où on ne sait pas faire ça, on n'est pas fait pour. Et donc, voilà, c'était mon petit coup de gueule parce que, en fait, on a besoin d'agriculteurs demain en France. Et si on n'est pas fils d'eux ou fille d'eux, eh ben, on n'ouvre pas la porte. Et je trouve ça très regrettable parce que je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Bref, ceci étant dit, il a fallu trouver une autre voie à mon fils. Il a fallu faire des pieds et des mains auprès de lui parce qu'il n'était pas dans un mental où... pour lui, tout était fini, en fait. Sa vie était terminée. Il ferait rien de sa vie. Il m'a même sorti quand il était en 3e qu'un jour il serait SDF, que de toute façon, il n'y a que ça qui l'attendrait. Donc, autant vous dire que cette période-là de juin, juillet, août, même septembre, a été très compliquée pour moi. Parce qu'il a fallu faire des démarches en urgence, trouver quelque chose qui puisse lui convenir, tout en l'écoutant, donc en allant vers ce qu'il aurait envie. Donc on a fait un bilan de compétences pour un jeune, etc., avec une personne qui est super, qui prend en compte les enfants atypiques. Et il a été vraiment super, Dominique, je le salue. Je ne suis pas sûre qu'il écoute l'épisode. Il nous a vraiment aidé à y voir plus clair. Il nous a dit surtout, ne vous en faites pas, en août, il reste toujours des places quelque part. Sauf que il reste toujours des places quelque part. En fait, c'est à moitié vrai parce qu'il y en a maintenant qui prennent des jeunes en CAP, oui, mais sur dossier et qu'il faut envoyer au mois de mars. Donc, madame, il faudra rappeler l'année prochaine. Ou alors, en fait, il n'y a pas de place, tout simplement. Et donc, on se retrouve le bec dans l'eau, finalement, en début septembre. Il n'a pas d'école. Pas d'école, pas de formation, pas de structure qui l'accompagne. Et on serre les fesses, en tout cas moi, pour ma part, je serre les fesses pour qu'on ne nous dise pas que l'éducation nationale, et ce serait quand même un comble quand il y a des gamins qui attendent des places en école et qui n'en ont pas, et que mon fils qui ne veut pas retourner à l'école, on lui dise « Attendez, c'est pas normal qu'il ne soit pas à l'école ». Donc j'avais très très peur de recevoir un courrier. Donc non, en effet, il n'a pas été à l'école et il n'y est toujours pas. Aujourd'hui, ça s'appelle être déscolarisé. Ça a pris beaucoup sur mon énergie de faire les démarches, d'être auprès de lui, de le rassurer, de lui proposer des idées, des chemins transverses, d'être là pour lui. Ça a pris beaucoup d'énergie dans la famille de juin jusqu'à septembre. Donc c'est vrai que les podcasts, mon entreprise, sont passés après. Et c'est pour ça qu'il y a eu très très peu d'épisodes en fait sur cette période-là. Alors, au mois d'août, on est parti en vacances quand même. On s'est échappé. Mais avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, qu'est-ce qu'il va faire en septembre et si ça marche pas, la possibilité qu'on avait trouvée. Et si ça marche pas, voilà, on n'arrivait pas trop à se projeter sur la déscolarisation, mais il a bien fallu le faire à un moment donné. Donc, à partir du moment où, en fait, on n'est plus dans le et si il fait ça, et si il prend ce chemin-là, et si machin, on est toujours dans les hypothèses et c'est extrêmement mangeur d'énergie. À partir du moment où on s'est dit, bon, ok, il n'a plus d'école, très bien, c'est plus clair, en fait. C'est beaucoup plus simple, la vie est beaucoup plus simple pour nous. On n'avait plus à se projeter dans des hypothèses, à remuer ciel et terre, etc. Donc, voilà pourquoi c'est vrai qu'il n'y aura pas 52 épisodes dans l'année 2025, en tout cas de janvier 2025 à janvier 2026, il n'y aura pas 52 épisodes parce que je les ai déjà loupés depuis un bon moment sur cette période-là. Donc, j'ai réussi à reprendre le micro gentiment en septembre et ça a été compliqué de me remettre dedans, en fait, finalement. De trouver des sujets pertinents parce qu'au niveau de la formation, parfois j'étais un petit peu découragée de ce que je voyais, tout en continuant de voir qu'il y avait des personnes quand même dans des situations vraiment de mal-être, où au niveau de la santé mentale, c'était vraiment très compliqué. Donc je sais qu'il y a forcément quelque chose à faire et voilà, c'est venu petit à petit.
Et j'ai eu la chance de faire un bootcamp avec Céline Pinto, alors que je recommande grandement. Je suis navrée pour les aboiements derrière moi. Euh, c'est la vie de famille. Euh, donc j'ai fait ce bootcamp à partir de octobre et je savais qu'octobre allait être hyper chargé pour moi en termes de formation, que la fin d'année est toujours très chargée, donc je le savais, mais j'avais besoin d'un nouveau souffle, d'un renouveau. Bon, j'ai dû m'arrêter parce que ça m'énervait trop. Je ne sais même plus ce que je disais. J'ai beaucoup hésité à rentrer dans ce bootcamp avec Céline. Non pas pour elle, hein, à cause d'elle, ça avait l'air super. C'est super, c'était super, son bootcamp. Le bootcamp, c'était de créer son offre signature, donc une offre de formation ou d'accompagnement en ligne en 8 semaines. Et même si j'étais blindée au niveau formation, je voulais absolument prendre le tournant en fait d'un changement, vraiment comment est-ce que je me vends demain. Et ça a été pour moi une des solutions que j'ai trouvées qui correspond à mes valeurs, qui correspond à la manière dont je veux travailler, à l'écologie que je veux avoir au quotidien. C'est-à-dire, c'est pas que je veux me tourner les pouces plus que ça. L'objectif, c'est qu'en fait, je veux gagner ma vie pour la valeur que j'ai sans m'épuiser au travail. J'adore mon travail, donc je vais continuer à travailler tous les jours de la semaine, mais je veux être respectée dans ce que je fais et je veux plus être payée un tout petit morceau de ce que l'organisme de formation récupère grâce à mon travail. Et donc, je prends ce bootcamp et ce bootcamp a vraiment été pour moi un révélateur. Alors, je faisais ça le soir, un petit peu le week-end, mais pas vraiment, parce que j'aime pas travailler le week-end, je n'aime plus ça. Au bout de 10 ans d'entrepreneuriat, à un moment donné, on se fixe des limites, donc le week-end, c'est stop. Mais comme j'avais des déplacements, le soir, j'étais à l'hôtel, je pouvais faire ça. Ça, c'était cool, c'était plutôt chouette. Et ça m'a vraiment remise en question de savoir comment est-ce que je voulais travailler. Donc, ça a vraiment enfoncé le clou, finalement, de tout ce que je me suis posé comme question au départ tout au long de l'année 2025. Donc c'est pour ça qu'à partir de là, mi-décembre, on est le 19 décembre pour être honnête, donc l'épisode sort lundi. Et là, sous peu, je vais lancer ma formation, mon accompagnement en distanciel sur 6 semaines pour remettre d'équerre en fait une organisation. Et c'est pas juste une question d'outils, encore une fois, c'est vraiment comment est-ce qu'on veut travailler. Et comment je prends du recul sur ma situation pour faire mieux. Alors, pour pas que ce soit... je ne vise pas la perfection, bien sûr, mais comment faire mieux tout en se respectant en fait soi-même et en respectant des valeurs que l'on a. J'ai vraiment envie d'éclater la pensée que il faut travailler dur, il faut que ce soit très très dur pour arriver à faire quelque chose de sa vie, pour réussir. Tout dépend où est-ce qu'on met le curseur déjà de la réussite. Je pense que c'est une bonne question à se poser. Donc finalement, les 5 leçons que je retiens de cette année, et puis je vais peut-être me répéter dans ce que je viens de dire, mais c'est pas très grave, je vais étoffer autrement. C'est que la leçon numéro 1 que je retiens en fait de cette année, et c'est plus sur la fin d'année finalement que j'en prends conscience, c'est que tant qu'on n'est pas dans la merde, on ne change rien. Et pourtant, c'est cette phrase-là que je sors régulièrement en formation. Tant que ça ne gratte pas, on ne change pas. Et en fait, j'ai l'impression que je cumule des actions ces dernières semaines où je me tire des balles dans le pied pour limiter le travail avec mes donneurs d'ordre, hein, pour les organismes pour lesquels je suis sous-traitante. Et j'ai l'impression que je fais des actions un peu en acte manqué, et puis je vais me retrouver peut-être pas sans rien l'année prochaine, mais peut-être avec moins que ce qui était prévu. Et parce que en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Rosanne, tant que t'es pas dans la merde, parce que j'ai un mari à côté, qui gagne sa vie correctement, tant que je suis pas dans la merde financièrement, finalement, je vais pas changer grand-chose. Donc je me pousse pas non plus, je me mets pas de coup de pied aux fesses tant que c'est pas urgent. Et en fait, je dis ça pourtant tout le temps aux gens dans mes formations. Et là, je l'ai bien vécu en cette fin d'année. Et qu'en effet,
je me suis pas bougée tant que j'étais pas bien, pas mal en fait finalement dans la situation. Donc ce bootcamp en fait, il a été mon coup de pied aux fesses, qui m'a aidé à voir les choses autrement. Alors c'était du marketing, hein, des marketing de formation, mais tout l'univers du marketing, je ne le connaissais pas. Mais au-delà du marketing, en fait, Céline, elle nous fait mettre à plat notre vision, nos valeurs et notre vie idéale finalement. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Et quand je te dis que j'avais pas mis de vision ou d'intention sur l'année 2025, grâce à ça, je vais au moins en mettre une pour l'année prochaine. Et je m'étais pas souvent posé cette question-là, et ça m'a vraiment fait un bien fou. Et c'est vrai que tant qu'il y a l'argent qui tombe à côté sur le salaire de mon mari, je me dis, ouais, ok, c'est une petite année 2025, je me paye pas beaucoup. En fait, c'est pas que je me paye pas beaucoup, c'est pas tant ça le problème. Le problème, c'est que s'il y avait un pépin demain, je ne serais pas autonome financièrement. Et on peut pas non plus faire tout ce qu'on voudrait, investir, des choses comme ça. Tous les gens de 40 ans qui n'ont pas mis un plan d'épargne retraite en place, pensent à la pierre. Et qu'aujourd'hui, on serait incapable de le faire parce que je n'ai pas non plus ma participation ma participation n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'elle devrait être par rapport au travail que je donne. Donc, tout ça mis bout à bout, en effet, tant que ça gratte pas, on ne change pas. Et là, ça y est, fin d'année, ça a commencé à me gratter réellement. Et j'ai commencé à changer de posture, à changer d'énergie, à changer de vision. Et voilà, le bootcamp m'a apporté ça. La deuxième leçon que je voudrais mettre en avant, c'est parce que c'est un mot que j'en n'arrête pas d'entendre. Et je me dis qu'il a sa leçon à lui tout seul, c'est la gratitude. La gratitude parce que Maxime, qui fait partie de mes membres de mon groupe, Maxime nous a fait un petit atelier sur... alors, le mindset, c'est un peu fort quand même, mais ça rejoint à ça. C'est une sorte de maison dans laquelle il y a les fondations et puis il y a le toit. Et dans la maison, dans la fondation, il y a l'appartenance, la diversité, la sécurité, l'importance. Et je restais beaucoup dans ces fondations-là. Alors, bien sûr, je ferai un épisode de podcast rien que sur ça parce que je suis aujourd'hui pas... Je l'ai compris, le système, et je n'arriverai pas encore à l'expliquer longuement sur un épisode. Donc, je reviendrai sur cette maison, bien sûr, plus tard. Et cette base-là de la maison, ce sont les besoins émotionnels. Et puis, dans le toit, il y a les besoins spirituels qui sont l'amour, la croissance et la gratitude. Et Maxime m'a fait je ne sais pas pourquoi il m'a prise en cobaye ce jour-là. Il m'a dit, Rosaine, vas-y, sors-moi 10 gratitudes, là, comme ça, tout de suite, d'un coup, que tu as. Bon, c'est sorti assez facilement. Mais il m'a dit, en fait, le vrai exercice, ce serait d'en sortir 100. 100 gratitudes. Et là, en effet, j'aurais été bien embêtée de sortir les gratitudes. Et pourquoi c'est important de parler de gratitude ? Important de reconnaître en fait ce qui nous a été bénéfique pour nous. On est reconnaissant pour quelque chose. C'est qu'en fait notre cerveau, il a cette capacité à ne voir que le négatif. Et que quand on se force à ne voir, alors pas que le positif, mais en tout cas des choses positives, oui, mais du bien, du positif dans le négatif également. On ne veut pas un monde de bisounours, on veut un monde où quand on a un pépin, on trouve quand même de quoi voir le positif derrière. Et je me dis que si j'avais fait cet exercice de noter toutes les semaines ou tous les mois les gratitudes de la période passée, ce serait plus facile de sortir les 100. Et surtout, mon cerveau serait plus adapté, enfin pas plus adapté, plus à même de reconnaître les signes de gratitude de la vie si je les mettais en avant régulièrement. En fait, voilà, le cerveau, il est à reprogrammer pour qu'on voit les choses positives. Et quand on est dans la gratitude, en fait, il n'y a que des bonnes ondes qui peuvent nous arriver, puisque nous-mêmes, on est dans une posture de positivité, mais surtout de bonne vibration. En fait, on dit, OK, il m'est arrivé cette merde-là, mais ça m'a permis de. Et ça, c'est vachement bien. Et du coup, on n'est plus du tout dans la même énergie que « Ah, il m'est arrivé ce truc-là, c'est vraiment la merde. » Et bof, quoi, ça va pas.
voyez, c'est pas du tout la même énergie. Donc en fait, à avoir cette énergie vivante, vibrante, énergique, positive, en fait, ça amène aussi du positif. Et comme c'est plusieurs fois là cette fin d'année que j'entends ça, je me dis, eh ben ouais, ça m'a au moins appris ça, c'est que là, il est temps que 2026, je note mes gratitudes. Et j'ai donc décidé, et merci à Céline parce que j'ai fait un épisode avec elle qui est enregistré là, mais qui ne sera diffusé qu'en janvier. Elle m'a donné comme idée de mettre un bocal à côté de moi, un bocal en verre, hein, tout ce qu'il y a de plus bête, mais de noter sur des petits bouts de papier les gratitudes que je peux avoir au moment où elles arrivent et de remplir le bocal au fur et à mesure. Et ça, je pense que je vais le faire pour l'année prochaine et que ça va me faire grandement du bien de voir aussi des choses positives pour plus tard. La leçon numéro 3 que j'aimerais mettre en avant, c'est le soutien d'un groupe. Qui est essentiel quand on est indépendant. Donc, c'est pas parce qu'on a choisi la vie d'indépendant, de travailler seul, qu'on est obligé d'être seul tout le temps. Et j'ai créé un groupe donc qui s'appelle Équilibre et Business, qui donc pour l'instant n'existe que sur le Finistère Sud. Mais l'objectif, c'est pas de faire un réseau d'affaires. L'objectif, c'est d'avoir un groupe dans lequel on peut se lâcher si on a un problème, partager, se soutenir, conseiller, donner le nom de quelqu'un, des choses comme ça, être écouté en fait. Et ce groupe-là, il m'a été essentiel cette année. Donc, je les remercie vraiment du fond du cœur. Parce que finalement, je pense que cette année, c'est peut-être moi qui ai eu le plus besoin de cet effet groupe, de cet effet soutien que peut-être les autres. Et j'ai reçu en fait de leur part ce soutien pendant des séances que j'ai animées. Je me suis dit, bah moi, par exemple, pour un flash codev, je me suis mise au niveau de la personne qui avait besoin d'un coup de main et je n'ai pas animé le codev, je l'ai vécu. Et parce qu'à ce moment-là, j'en avais vraiment besoin. Donc, c'est pas parce qu'on est indépendant qu'on doit rester seul. Pour la santé mentale des personnes, il est vraiment très utile et nécessaire d'avoir un groupe, des personnes à qui parler, qui sont nos équivalents, quoi, nos pairs. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui sont indépendantes à au moins avoir un groupe, un réseau dans lequel on se sente bien et on peut déposer comme ça ses valises pour se lâcher et juste, en fait, déjà désamorcer des problèmes. Rien qu'en le disant, parfois ça va mieux. Donc ça, c'était ma leçon numéro 3 et je compte bien continuer ce groupe-là l'année prochaine et peut-être en avoir d'autres petits après. Et il ne faudra pas hésiter d'ailleurs, petite parenthèse, si des personnes qui veulent ouvrir un groupe équilibre et business, alors c'est plus de l'équilibre dans son business que d'un réseau de business à proprement parler. Et n'hésitez pas à me contacter. Je ferme la parenthèse. Leçon numéro 4, ne pas baisser les bras. Pourquoi j'ai écrit ça? C'est parce qu'en fait, dans mon caractère, de base, si j'y arrive pas du premier coup, je laisse tomber. Et c'est souvent ce qui m'est arrivé au cours de mon entrepreneuriat, c'est que je lançais des projets, puis je me dis, ça marche pas, alors je laisse tomber. Or, j'aurais dû continuer et persister sur certains projets. Faire des ateliers d'informatique à Quimper, par exemple, ou d'aller à Brest ou d'aller à Lorient, j'aurais pu faire ça. Continuer à proposer ma formation en ligne que j'avais mis en place en 2023. Et en fait, c'est cette formation-là que je remets au goût du jour et que je relance en 2026, qui est plus sous la forme d'un accompagnement maintenant. J'aurais pas dû baisser les bras parce qu'en fait, le marketing, c'est un perpétuel recommencement. En fait, on ne fait que relancer la machine tout le temps. Il faut garder de l'énergie pour toujours relancer la machine. Et c'est même pas relancer la machine, c'est garder la machine active en fait. Garder le train toujours en marche plutôt que de l'arrêter à un moment donné en se disant ça y est, check, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et ça c'est le bootcamp qui m'a appris ça. Enfin, qui m'a fait prendre conscience que je ne dois pas, pour cet accompagnement, par exemple, baisser les bras tout de suite en disant: «Tiens, qu'est-ce que je fais, Céline, si j'ai un plan B?» Petit clin d'œil. Est-ce que je ne devrais pas avoir un plan B si mon accompagnement ne marche pas? Et tout de suite, en fait, c'est se mettre en position d'échec. Or, c'est absolument pas l'énergie que je dois partager. Donc là, ce que j'ai compris, c'est que mon accompagnement va être en place en janvier. Mais je vais voir s'il y aura des personnes qui vont s'inscrire. L'objectif, c'est bien sûr d'en vendre, mais c'est surtout d'aider des personnes. Mais il faut vraiment que je garde en tête que toute l'année, il faut que je le vende.
qu'au niveau marketing, en fait, il ne faut pas que je lâche les projets. Parce que ça peut vraiment répondre à un besoin et que si je peux vraiment être utile et aider des personnes, bah moi je suis hyper contente avec ça. Et si grâce à ça, je peux avoir une indépendance financière, une liberté financière, une autonomie financière plutôt même, et ben je serai hyper heureuse. Donc ne pas baisser les bras, c'est mon objectif également de 2026. Donc je l'ai compris grâce à Céline. J'ai eu des coups de pied aux fesses aussi avec Céline. Et ne pas baisser les bras, ça va être mon mantra pour l'année prochaine. La 5e leçon, en fait, je viens de l'apprendre. Et c'est pas que je la connaissais pas, c'est que je mettais pas le terme dessus. La 5e leçon, c'est qu'on peut très bien avoir un business plus slow. Et il y a un mot, en fait, qui a été créé pour ça, c'est le slowpreneuriat, que je ne connaissais pas. J'ai appris ça ce matin, pour être hyper honnête avec toi. Le slowpreneuriat, ce n'est pas ralentir pour ralentir. Le slowpreneuriat, c'est changer de paradigme. Ce n'est pas le chiffre d'affaires à tout prix. C'est bien vivre son business alors à tout prix, entre guillemets. Mais c'est surtout, est-ce que ça respecte mes valeurs? Est-ce que ça respecte mon temps? Est-ce que j'ai mis autant d'énergie pour gagner si peu? Est-ce que c'est vraiment malin, etc. Parce que la personne qui était interviewée, c'est vrai que dans le podcast que j'ai écouté, c'est vrai qu'elle disait, est-ce que quand on fait un chiffre d'affaires de 14 000 € ou de 15 000 €, est-ce qu'on se réjouit juste parce qu'on a un chiffre d'affaires, ou est-ce qu'on prend un peu de recul et on regarde ce que ça nous a coûté énergie, au niveau de l'énergie et des émotions à côté de ça, et des heures que l'on a passées pour faire ces 14 000 ou 15 000 €? Est-ce que vraiment c'est rentable de ce côté-là? Donc finalement, c'est ça, moi, que je prône sans connaître le mot. Vraiment, je ne savais pas que ça existait. C'est de pouvoir travailler tout en se respectant et en utilisant certes quelques outils. Moi, je le prends sous l'angle de l'organisation, mais au final, c'est demain, comment est-ce que j'ai envie de travailler pour que ça respecte mes valeurs, ça respecte mon rythme, ça respecte ma manière de travailler, pour que je me sente mieux finalement dans mon business, et aussi peut-être du coup d'apprécier encore plus le chiffre d'affaires que je vais faire. Et ça a été vraiment une découverte ce matin. C'est pour ça aussi que je fais l'épisode ce soir, c'est que j'avais très très envie de le partager lundi, cette manière de voir le business, parce que je crois que le temps où, en effet, travailler dur pour gagner plus, ou en tout cas travailler dur pour réussir, je crois que ce truc-là, il va falloir l'exploser en vol et arrêter de penser que c'est le seul modèle unique à appliquer dans l'entrepreneuriat. Il y a d'autres manières de faire qui soient plus avec un alignement avec nos valeurs et notre manière de travailler et les horaires qu'on a envie de se donner, etc. Je pense qu'il faut arrêter de se prendre la tête et de culpabiliser parce qu'on n'en chie pas au quotidien. Voilà, c'était un peu mon coup de gueule et en même temps mon coup de cœur du moment. L'épisode a été hyper long, quasiment aussi long que si j'avais fait une interview. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ce bilan de fin d'année. Donc merci à tous les problèmes que j'ai eus cette année, parce que fin d'année, je me retrouve plus forte, plus alignée, plus ancrée au sol, plus persuadée encore de ce que j'ai à vendre, à donner, à offrir l'année prochaine. Et vraiment, je me dis, bon, chouette, ok, finalement, cette lessive-là, j'ai été dans une machine à laver pendant plusieurs mois, pendant 2025. Bon, ok, check, ça c'est fait. Maintenant, on prend les leçons qui sont à prendre. Et on va commencer 2026 avec une autre posture, avec une autre mentalité, une autre énergie, et on va tout défoncer. Voilà. Voilà mon bilan de cette année 2025. Et je souhaite à toutes les personnes pour qui l'année 2025 a été un tourbillon, une machine à laver qui essore à 1800 tours par minute, je vous souhaite vraiment à ce que 2026 soit une autre énergie et qu'on puisse tous en fait s'éclater dans notre business l'année prochaine. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fête de fin d'année, une très bonne fin de journée, ou une journée tout court, un bon week-end, qu'importe le moment où tu m'écoutes. Et j'ai encore dit vous, je me fatigue par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez
en me laissant un petit message sur LinkedIn ou même par mail, puisque j'ai mon mail dans les commentaires, dans la description de l'épisode. Il ne faut pas hésiter à m'envoyer ça parce que j'ai vraiment très envie d'entendre vos retours. On m'en donne des retours, mais à l'oral, et c'est des personnes qui me croisent dans la rue. Ouais, j'ai écouté ton épisode, c'est super, machin. J'adore entendre ça parce que j'ai l'impression au moins de parler à quelqu'un. Mais si tu as envie en plus de me dire ce que 2025 t'a apporté et ce que le podcast Ça papillonne t'a apporté, je suis hyper contente de te lire. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Il y a toujours le livre blanc qui est disponible également. Le lien sera dans la description. Et je pense que là, ça y est, je vais enfin me décider à écrire ma première newsletter. Il y a quelques personnes déjà qui sont inscrites. Il y a aussi le lien dans la description de l'épisode. Ça va démarrer. J'avais envie d'un petit moment de calme après la tempête pour démarrer la newsletter et de me poser un petit peu sur ce que j'avais envie de partager. Voilà, je voulais pas me précipiter dans le projet. Je vous remercie encore d'être à l'écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner, à laisser un avis ou des étoiles et à partager avec tes amis. Je suis aussi à ton écoute. Alors propose-moi des sujets à aborder et je me ferai un plaisir de creuser le sujet. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante. Salut!